Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'on aura deux choses à fêter. Notamment, c'est ma 50e vidéo sur la chaîne YouTube. Ça me paraît pas mal quand même, c'est assez costaud. Et de l'autre côté, j'ai enfin atteint les 200 abonnés. Donc déjà, je tenais à vous remercier beaucoup pour l'encouragement. Ça me fait chaud au cœur. Ça m'encourage à faire plein de choses, à vous faire découvrir plein d'autres univers, plein d'autres œuvres, et ça me fait vraiment plaisir. Et donc sans tarder, on va commencer à parler du film qui me tient à cœur, dont tu as peut-être déjà entendu parler ou que tu as vu, mais je suis là pour te le faire découvrir ou redécouvrir. Et en tout cas, cette vidéo-là sera spéciale, donc elle sera posée en deux parties. La première pour la découverte vraiment de l'histoire, donc comme d'habitude en une seule minute. Et la deuxième, ça sera du spoil, donc je préfère que tu vois le film avant de voir cette deuxième partie, parce qu'on va rentrer dans une analyse justement. J'avais envie de changer un peu du contexte de la Minute Culture et de parler vraiment un peu plus, un peu plus du film. Il sera question de Shutter Island, j'aurai 60 secondes, voilà, un petit peu plus pour t'en parler. Et bienvenue à toi dans la Minute Culture. Rien ne vaut qu'un bon film psychologique noir avec un twist super intéressant. Shutter Island, je le considère comme l'un des piliers de cette catégorie. C'est un thriller américain qui est réalisé par Martin Scorsese et on retrouve son acteur fétiche, Leonardo DiCaprio, qui a fait beaucoup de ses films comme par exemple Le Loup de Wall Street, Les Infiltrés, Gang of New York, Aviator, etc. C'est un film qui est sorti en 2010. Donc c'est l'adaptation du roman qui s'appelle Shutter Island, donc du même nom, qui a été écrit en 2003 par Denis Lehane. Il faut savoir que de nombreux de ses livres ont été adaptés au cinéma, comme par exemple Mystic River ou même Gone Baby Gone. L'histoire se passe après la Seconde Guerre mondiale en 1954. Deux marshals, dont Teddy Daniels et Chuck Halls, se rendent sur une île qui est un asile psychiatrique. Apparemment, une femme du nom de Rachel Solando se serait échappée dans un bloc ultra surveillé. Une enquête va alors commencer. Teddy et son équipier vont inspecter la cellule de la patiente, ils vont interroger le personnel de l'asile, le directeur, les médecins et même les patients pour en savoir plus. Mais ils s'aperçoivent que quelque chose se passe, que le personnel cache quelque chose, et en plus ils sont bloqués sur cette île à cause d'une tempête. C'est un film qui est oppressant. Plus le film avance, plus tu vas te rendre compte que quelque chose ne va pas sur cette île, tout devient louche et anormal. Comme t'ai dit, tu vas commencer à avoir le doute sur tout le monde, sur les lieux, et tu vas commencer à croire que le personnel ne veut pas forcément du bien aux patients. Mais il n'y a pas que ça, parce que Teddy commence à ressasser son passé, comme par exemple quand il était soldat de la Seconde Guerre mondiale pour libérer un camp de concentration qui s'avère être le massacre de Dachau. Bon, ça c'est juste pour le côté historique. Et il commence à devenir malade, donc il commence à faire des cauchemars et à des migraines horribles. Plus il passe du temps sur cette île, plus son mal-être remonte à la surface. Et des questions s'installent au spectateur, mais aussi au personnage principal. Pourquoi cet asile lui fait autant d'effets? Pourquoi il a le sentiment que tout le monde le regarde? D'un côté, tu as le personnage de Teddy qui est lui-même instable, et de l'autre, tu as l'organisation de l'île qui n'est vraiment pas rassurante. Et c'est ça, je trouve, la force de l'histoire, aussi bien dans le livre que dans le film. Je trouve que dans le livre, ça tient bien en haleine, les mots sont vraiment accrocheurs, et ça donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et même dans le film, la réalisation est vraiment intéressante, qui est vraiment très subtile. Et pareil, l'angoisse est là, la tension est là, et ça marche super bien. Donc voilà pour la première partie de la vidéo. J'espère que je t'ai donné envie d'aller le voir. Mais arrive la seconde partie, plus particulièrement sur le personnage de Teddy. Mais ça, avant d'aller voir cette seconde partie, je te conseille fortement d'aller voir le film avant tout pour éviter le spoil. Et donc c'est parti. Et donc maintenant la question que je me pose une fois que tu as vu ce film, la question est: est-ce que pour toi DiCaprio est fou ou il est pas fou? Et ben ça je te laisse répondre dans les commentaires. C'est sur cette question-là que toute la subtilité, tout l'univers de Shutter Island se pose. Donc en effet, le film donne deux fins donc ouvertes, deux possibilités. L'une, on voit Teddy qui pourrait être le fruit d'une expérience nazie où il sera lobotomisé et ce n'est juste qu'un cobaye pour la science. Et de l'autre, vous avez donc Andrew Lewis, qui est donc apparemment son vrai nom, qui est complètement fou, qui recommence en boucle son histoire, qui se prend pour un marshal, qui confond sa vraie histoire, son vrai passé et n'accepte pas la réalité
d'où son internement en asile psychiatrique. D'après un sondage que j'ai pu faire avec mes amis ou ma famille, le spectateur a plus tendance à croire que DiCaprio est fou. Mais ça, je te laisse faire ta propre opinion, je vais pas t'induire en erreur. Et ça se comprend cette folie parce qu'apparemment ce qui lui est arrivé, sa femme aurait noyé ses 3 enfants, de quoi vraiment péter un câble et rendre fou quelqu'un à jamais. Mais encore une fois, est-ce que ce serait pas un mensonge venu de l'organisation de l'île pour bien sûr induire en erreur et manipuler notre cher Teddy. Et à chaque fois l'opposition se fait dans la réalisation, dans les plans, dans les couleurs, les éléments du décor, et c'est couplé aussi avec une musique qui est vraiment glauque, une musique classique, où ça te met directement dans le bain, par exemple avec le début, le coup de violon comme ça pour rentrer en scène. Ça fait d'ailleurs penser au début de Shining, quand ils sont sur les routes et on entend la musique très sinistre. Tu vas déjà savoir l'ambiance en fait du film avec cette musique. Et d'ailleurs, il y a une des musiques qui a été composée par Max Richter, un compositeur que j'aime beaucoup, d'ailleurs que je suis allé voir en concert, et qui a fait par exemple la soundtrack d'une série que je vous ai fait découvrir aussi, qui s'appelle The Leftovers. Et il y a une de ces musiques aussi que vous retrouvez dans par exemple Arrival, qui est une musique vraiment incroyable, sensationnelle. En tout cas, cette musique me fait à chaque fois une émotion, et ça marche très bien dans Shutter Island. Donc plein de symboles ont été dispatchés un peu dans le film, mais ça encore une fois ce n'est qu'une analyse, c'est peut-être pas forcément l'intention du réalisateur. Donc je vais donner quelques exemples de symboles. Donc par exemple vous avez le personnage qui est joué par DiCaprio qui a un pansement donc sur la tête tout au long de son enquête et ne le retire qu'une fois la vérité dévoilée. Le pansement symbolise peut-être la blessure du personnage et le fait qu'il ne l'est plus à la fin symbolise peut-être la guérison. De la même façon, il arrive habillé en civil sur l'île, puis par un concours de circonstances se retrouve avec une tenue de membre du personnel médical, symbolisant qu'il appartient déjà à l'île. En effet, plus sa folie devient probable, plus ses vêtements deviennent gris, comme l'uniforme des patients. Mais pour encore aller plus loin, il y a le symbole de l'eau et du feu. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Mais regardez bien attentivement, parce qu'en effet, tout au long du film, il y aura ces éléments dissimulés un peu partout, et l'eau pourrait être le symbole de la pureté, de la vérité et de la réalité, alors que le feu pourrait être le mensonge, le faux et la culpabilité de DiCaprio. Je m'explique. Regarde bien attentivement, là par exemple il se retrouve en mer, l'eau est présente, la vérité arrive, il confronte ça et ça le rend malade. Mais pour se rassurer, il s'allume une clope qui symbolise donc le feu et qui le ramène dans le mensonge. Autre exemple qui est un peu plus frappant et percutant, il rêve par exemple de sa femme qui est soi-disant tuée dans les flammes à cause d'un pyromane, donc hop, direct symbole du feu, qui est égal donc au mensonge, mais il est vite réveillé par de l'eau qui le ramène donc à la réalité et dans son vrai monde. Alors bien sûr, je vais pas tous les citer, mais je te laisse regarder encore une fois le film et regarde bien donc ces éléments-là, donc l'eau et le feu, et tu vas voir qu'il y a plein de petites subtilités qui laissent perplexe. Voilà. Et c'est ça, je trouve, la grandeur de ce film, parce qu'après chaque visionnage, il y a toujours un petit truc en plus, une petite subtilité, même ne serait-ce que dans les dialogues, il y a toujours cette opposition, ce contraste entre les deux, et ça fait vraiment plaisir de revoir ça, de le revoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que le concept t'a plu, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue non plus, parce que c'est vrai que je suis parti plus dans l'analyse. Alors c'est pas dans mes habitudes, mais j'avais envie de changer un peu de manière. N'oublie pas aussi de partager, de liker, et de m'encourager, ça me fait encore super plaisir. Merci encore pour les 200 abonnés. Donc, merci de m'avoir écouté, désolé j'ai fait pas mal de petites répétitions, je m'en excuse déjà. J'espère que j'ai été clair et on se retrouve donc mercredi prochain à 18 h. Merci de m'avoir écouté, c'était la Minute Culture et ciao ciao. Wouldn't you agree? When you see a monster, you must stop it.